Laurent Oberton. Dans son livre Choc, la France orange mécanique, il balance et ça détonne. 13 000 vols, 2000 agressions et 200 viols par jour. Et la délinquance et l'insécurité frappent au cœur de nos territoires, dans la ruralité profonde. Et je pense que c'est une dimension nouvelle qui n'existait pas il y a quelques années. 65% des cambrioleurs interpellés en novembre dans le département du 13 de Marseille sont à nouveau dans la nature. Ce qui veut dire que quand vous lâchez 65% de ceux qui sont rendus coupables d'un certain nombre d'exactions, ils continuent leur activité. À moins de 300 €, on remet tout le monde dehors et on ne présente personne. Si vous interpellez un mineur d'origine étrangère, vous pouvez tout de suite le remettre dehors, car on n'a pas les moyens de mener une procédure à son terme, compte tenu du fait qu'il faut un interprète. En clair, vous pensez à des interventions dans les banlieues, c'est ça? Eh ben, il peut y avoir des interventions dans des banlieues. Ça veut dire qu'au total, c'est peut-être 70 000. Je ne veux pas noircir le tableau, mais peut-être 70 000 ou au moins plusieurs dizaines de milliers qui sont dans cette mouvance. Donc il y a un vrai problème de sécurité nationale et à réduire indéfiniment les effectifs, moins 80 000 en 10 ans quand même, moins 80 000 en 10 ans. Les armées françaises n'auront plus les hommes en nombre suffisant pour intervenir sur le territoire national si le besoin s'en faisait sentir. La classe politique n'est pas en mesure de régler un certain nombre de problèmes et ne traite pas les problèmes les plus importants. Il y a des quartiers dans lesquels la police ne va plus. Les gens n'ont plus peur, n'ont plus peur de cet uniforme. Là aujourd'hui, personne n'a peur. On peut injurier un policier, on peut même lui cracher dessus. Voilà, il n'y a plus cette peur de l'uniforme. La quinzaine de policiers déployés doit se replier. C'est la technique du repli. Que se replier, ça veut dire quelque chose, c'est significatif. Il y a des choses vraiment évidentes qu'ils ne diront pas devant une caméra, en tout cas qu'ils ont du mal à dire devant une caméra parce qu'ils craignent leur hiérarchie. Demain, d'autres peuvent faire la même chose avec un lance-roquette. Vous savez qu'il en circule quand même pas mal dans les périphéries des grandes villes. La violence armée est en train de se développer sévèrement en France. Les armes de guerre circulent assez aisément. Non, il y a le problème de gens qui ont acquis une espèce de sentiment d'impunité tel qui trouvent possible et même glorieux de servir d'armes de guerre contre des forces de l'ordre. Quand, dans un état de droit, des individus se servent d'armes de guerre, quand ces individus tirent avec des armes de guerre sur des représentants des forces de l'ordre d'un état de droit, ça s'appelle... Il est 8h22, bienvenue à tous, c'est la matinale week-end sur iTélé, c'est l'heure de l'édito politique de Claude Askolovitch. Claude, plus de la moitié des policiers et des militaires voteraient Front National, c'est une étude du Cevipof qui le révèle. Oui, c'est une information qui devrait faire la une des journaux, et depuis plusieurs semaines. Le Cevipof, c'est le centre d'études de la vie politique française, il y a Sciences Po, c'est la référence absolue en matière de compréhension de l'opinion politique de ce pays. Ils ont fait une étude gigantesque, 25 000 personnes interrogées juste avant les élections régionales. Et ce que révèle cette étude est absolument une catastrophe. C'est beaucoup trop gênant pour tous les partis de pouvoir et sans doute aussi pour le système médiatique pour qu'on en tire toutes les conclusions. Je la fais très simple, hein. Le Front National est un parti républicain, le plus républicain des partis, puisque ceux qui défendent la République et qui payent parfois cette action de leur vie votent pour le Front National. Le FN, c'est le parti républicain aujourd'hui par excellence. Sociologiquement, vous pouvez inverser, vous pouvez dire que la République est vraiment sortie de ses gonds, puisque ses défenseurs votent Marine Le Pen. Ça, c'est un débat politique. Donc l'étude du Cevipof, 51,5% des policiers, militaires, gendarmes interrogés annonçait un vote pour les listes de Marine Le Pen au régional. Quand vous affiniez, c'est-à-dire quand vous sortiez de l'échantillon les retraités, vous avez juste les gens en activité, ça donnait en gros
7 policiers sur 10 dans un commissariat annonçaient un vote Front National. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous allez déposer plainte pour une raison XY, vous rentrez dans le commissariat de quartier, ou tiens, vous faites une visite à un hôtel de police, comme Manuel Valls hier, eh bien, 7 policiers sur 10 sont susceptibles d'avoir voulu voter pour l'extrême droite. Les gens qu'on applaudit dans la rue, les gens qui gardent nos écoles, les militaires qui se battent pour nous contre les islamistes, les djihadistes, qui se font tuer, ceux qui nous défendent, ceux que l'on aime, ceux que le pouvoir politique passe son temps justement à défendre et à protéger, eh bien, ceux-là regardent vers Marine Le Pen, cette figure politique que le pouvoir politique, vous, hégémonie, décrit comme étant anti-républicaine. Alors après, vous pouvez gloser sur la nostalgie, sur les traits sociologiques, sur le survote à l'extrême droite qui a toujours existé, chez les gens d'ordre et d'autorité, oui bien sûr, ça n'avait jamais pris cette proportion. Vous restez avec une situation politique insupportable, même intellectuellement, pour tous les détenteurs du pouvoir. Pourquoi insupportable, Claude? Parce que vous ne pouvez strictement rien faire de cela, sauf changer toute votre perspective, ce qui est impossible. Est-ce que la gauche au pouvoir va arrêter de défendre et de célébrer policiers, gendarmes et militaires? Non, et heureusement non, ils gardent la République. Est-ce qu'elle va pour autant arrêter de récuser le Front National? Non, et évidemment non, ça a même marché dans des régions au régional. Est-ce qu'elle va dire, la gauche au pouvoir, que Nicolas Sarkozy, au fond, a raison quand il refuse de faire une différence de jugement, d'appréciation, d'ostracisme politique autour du Front National? Évidemment, la gauche au pouvoir ne va pas le faire. Est-ce qu'elle va épurer, après tout, dans l'histoire de la République, quand on avait l'impression qu'il y avait un irrédentisme catholique au début de la Troisième République, des officiers trop catholiques, c'était l'affaire Delisle, étaient un petit peu écartés ou freinés? Évidemment qu'on ne va pas le faire. Et puis imaginez une hiérarchie policière complètement policée, si j'ose dire, alors que la base n'en pourrait plus, non? Voilà, cela va continuer. Il y a une réalité politique et humaine. Réalité humaine. La gauche au pouvoir, puisque c'est la gauche, envoie des gens dans les quartiers et dans des territoires lointains se défendre, et ces gens, sur ce qu'ils reçoivent, et singulièrement les policiers, quand ils épongent toute la misère du monde et toute la violence du monde, se radicalisent. Ça s'est déjà vu dans l'histoire. C'est une gauche au pouvoir qui avait envoyé l'armée se battre en Algérie, et l'armée en était devenue à la fin des fins, pour une partie d'entre elles, putschiste. C'est ainsi, c'est la gauche qui avait déclenché ça. Deuxièmement, réalité politique, quand vous regardez le discours public, les ennemis de la gauche au pouvoir ou les ennemis des partis de pouvoir, c'est-à-dire le gauchisme, les contestataires, les écolos violents, les islamistes, les djihadistes, mais aussi les islamistes culturels, eh bien ce sont également les ennemis du Front National. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas de contradiction, sauf dans l'affichage, j'ouvre les guillemets, antifasciste du pouvoir. Vous allez jusqu'à parler d'un risque pour la sécurité de l'État, Claude? Absolument pas, on va écarter le fantasme putschiste qui pouvait exister. Non, il y a simplement la démonstration de l'illusion et une réalité politique. Si d'aventure, je ne sais pas si ça arriverait, si ça arrivera, Marine Le Pen prenait le pouvoir, alors l'État suivrait. Les profs râleraient, les profs, ils sont un peu moins 10% à annoncer un vote Front National. Mais dans l'administration, ça passerait. En gros, un quart des fonctionnaires votent Front National. Et ceux qui tiennent réellement la République, policiers, gendarmes, militaires, seraient d'accord dans leur majorité. Il y aura un assentiment, c'est-à-dire que Marine Le Pen peut prendre le pouvoir demain, il ne se passera rien. Le FN, c'est la République, ce sont ceux qui la défendent, qui vous le disent. Et après, on peut discuter à l'infini et très sérieusement sur ce qui est devenu la République. Là, tous les débats sont libres. Merci beaucoup, Claude Askolovic. C'est donc une enquête du CEVIPOF qu'on retrouve sur le site du CEVIPOF. On la retrouve en ligne, sans d'études de la vie politique française, et tout le monde pourrait la regarder et réfléchir à notre manière de parler, de concevoir ce qu'est ce pays. Comme il a été dit, je suis fonctionnaire de police. Ce qui signifie qu'en parlant devant vous, je commets un acte de résistance, car je suis astreint à une obligation de réserve. Par conséquent, cet acte de résistance, je voudrais le dédier à mes collègues, et c'est en leur nom que je vais prendre la parole, à ceux qui ne l'ont pas, et qui sont aujourd'hui meurtris. Meurtris non seulement par le drame qui s'est déroulé le 13 au soir, et qui a touché 2 d'entre nous, dans ce qu'ils avaient de plus précieux, de plus sacré, de plus intime, leur domicile familial, mais aussi meurtris parce que cela fait longtemps qu'ils sont sur tous les fronts, sur le front de l'immigration clandestine à Calais, sur le front des violences urbaines qui sont mal gérées par notre exécutif, qui ne donne pas les ordres nécessaires pour que nous puissions interpeller celles et ceux que nous avons parfaitement identifiés.
Sur tous les fronts, car enfin, comme cela a été très bien précisé, nous sommes en sous-effectif et depuis longtemps. Je rappelle que pendant le quinquennat Sarkozy, ce sont 12 500 policiers et gendarmes qui ont été supprimés par le fait du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Ces postes n'ont toujours pas été compensés alors que l'augmentation de l'activité policière ne cesse de peser sur l'activité de mes collègues qui se retrouvent, pour ceux qui sont en investigation, jusqu'à 200-300 dossiers par fonctionnaire. C'est ingérable. C'est ingérable et pourtant rien n'est fait. Nous savons que la menace terroriste pèse sur notre pays, nous avons identifié les auteurs, nous savions qui était ce monsieur Laroussi Abala. Il a été interpellé, il a été jugé, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement pour avoir organisé une filière djihadiste entre la France et le Pakistan en 2013. Que faisait-il dehors ? Cet individu qui a été géré par l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidy, qui je le remercie pour sa liberté de parole, pour sa volonté d'éclairer l'opinion, avait été clairement identifié comme quelqu'un d'imprévisible. Il était surveillé, il faisait l'objet d'une fiche S. Comment se fait-il qu'on n'a pas pu l'empêcher de passer à l'acte? C'est complètement scandaleux. C'est scandaleux de savoir que nous avons identifié, nous avons fait remonter l'information à l'exécutif comme quoi des Laroussi Abala, il y en a 4000 sur le territoire prêts à passer à l'acte d'un claquement de doigts. Daesh, par exemple. Franchement, j'ai aucun avis parce qu'il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion et on ne dit pas la vérité, et voilà. Donc Daesh, c'est l'État islamique qui s'appelle. Donc eux, ils s'appellent l'État islamique, donc c'est un État islamique. Si eux se prétendent être un État islamique, moi je peux que dire que c'est un État islamique. Après, de donner un jugement sur eux, j'ai pas été là-bas. J'ai pas fréquenté des gens comme eux, donc je peux pas donner de jugement. J'évite de donner des jugements sur qui que ce soit. Vous comprenez ? Être les grandes oreilles de la prison. Repérer les mentors et leurs disciples. Selon ces surveillants des 4 coins de la France, la mission est impossible à accomplir. Un surveillant, il va donner des douches aux détenus, il va faire donc un tour de douche de 40 ou 50 détenus, il faut qu'il soit un facteur aussi, parce que ces gens-là reçoivent du courrier, mais avec tout ça, il faut envoyer les parloirs, les activités, que ces détenus se rendent au sport, qu'ils aillent jouer au Monopoly, puis à un moment donné, il va quand même essayer de faire son métier d'observation, donc il va se mettre dans la peau d'un psychologue. Ben, vous comprendrez toute la difficulté, en plus de ses missions quotidiennes, d'observer et de rendre compte. Les islamistes aujourd'hui dominent, gèrent les prisons. Nous, surveillants, nous sommes là en périphérie, on fait ce qu'on peut, mais je pense que les choses vont faire que empirer malheureusement si on ne donne pas des moyens. Pour ce surveillant, le climat s'est largement dégradé à Fresnes depuis la mise en place de ce quartier islamiste. Ces détenus ne sont pas isolés, ils sont regroupés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fermeture étanche avec le reste de la détention. Et là, comme on les a regroupés, on a créé, voilà, malheureusement, un noyau dur. Nous, ce qu'on a vu apparaître, ça a été donc des prières collectives en cours de promenade, des prêches aux fenêtres, des appels au djihad, des appels à tuer des surveillants, des appels à refuser l'autorité. Ils n'ont aucun scrupule à mettre un coup de lame à un surveillant, à vouloir l'étrangler, lui cracher dessus, ou ne serait-ce déjà, par exemple, ne pas lui dire bonjour. Voilà, ça passe par toutes ces choses-là. Mais ça arrive ou c'est la peur que ça arrive? Non, ça c'est le quotidien de nos détentions. Tiens, à propos des prisons, de la radicalisation dans les prisons, je ne sais pas si cet homme a été radicalisé dans les prisons, mais je voudrais que nous appelions Pierre Botton, qui, se bat pour nous alerter, président de l'association Ensemble contre la récidive, ancien détenu lui-même. Pierre Botton, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre. On manque encore de précisions concernant cet homme qui a tué les 2 policiers de Magnanville. Mais la radicalisation dans les prisons, vous connaissez cela par cœur, Pierre. Oui. D'abord, franchement, c'est dramatique. C'est des gens des forces de l'ordre chez eux, à l'arme blanche.
des gens qui essayent de nous protéger aujourd'hui dans un climat incroyable. Les forces de l'ordre font un travail incroyable, mais je suis obligé de dire que les politiques sont totalement inconscients. Totalement inconscients. Voilà quelqu'un qui aurait fait un séjour en prison pour radicalisation et qu'on laisse ressortir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Villepinte, Monsieur Bourdin, c'est 1058 détenus, dont pour 558 places et 75% de sensibilité musulmane, 50 matelas au sol. On fabrique des radicalisés tous les jours. On fabrique des gens comme cet assassin tous les jours. On les fabrique tous les jours. Je ne cesse de le dénoncer. Nous ne cessons, nous, avec nos modestes moyens financés par des mécènes privés qui sont admirables parce que c'est une cause extraordinairement difficile, qui ne sert pas à leur image. Nous ne cessons d'essayer de faire ce que nous pouvons, mais il y a 18 000 détenus à traiter seulement dans l'Île-de-France. Voilà l'étendue devant quoi nous sommes. Voilà l'étendue devant quoi nous sommes. Et tout le monde est sourd, personne n'écoute rien. Ça fait plus de 3 ans depuis Mohamed Merah que nous cessons de le répéter, nous, les magistrats, les gens qui connaissent la prison, et rien n'est fait. Et c'est dramatique. Aujourd'hui, c'est un couple de gens des forces de l'ordre qui sont là pour nous protéger, qui sont victimes de cela. Il faudra combien d'attentats pour réagir? On va avoir les mêmes images, Monsieur Bourdin, les mêmes images, les politiques qui vont venir, les défiler, les regretter, dire que les forces de l'ordre sont extraordinaires, et pendant ce temps, dans les prisons, l'état d'esprit est le même. Vous avez vu que lorsque Abdel Salam est arrivé à Fleury, il a été applaudi. Il a été applaudi. Est-ce que ça ne suffit pas comme message pour les politiques pour dire l'état dans lequel nous sommes, il a été applaudi? Les gens qui l'ont applaudi, Monsieur Bourdin, sont des gens qui sont susceptibles de commettre les mêmes actes. Vous savez, on est désespérés, nous, dans notre association. Je vous le dis franchement, nous sommes désespérés. On a l'impression que nous sommes une goutte d'eau, que nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais on ne peut pas le faire avec des moyens de mécènes privés. C'est impossible. 25 ans, nous donnions le nom dès 6 heures ce matin de cet assassin, Laroussi Abala, condamné en 2013 donc pour participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. Mais madame, monsieur Bourdin, depuis le début, je dis que ces gens-là ne doivent pas être incarcérés dans des prisons telles que celles que nous avons. Ils doivent être dans des prisons militaires. Ces gens sont en guerre. Ils sont en guerre. On les fait garder par des surveillants de prison qui ne sont pas armés, qui ne sont pas formés. Il y a des tas de choses qu'aujourd'hui on ne dit pas. Est-ce que vous savez que deux surveillants à Arles, aujourd'hui dans la prison d'Arles, ne parlaient qu'arabe aux détenus et refusaient de serrer la main des femmes? Aujourd'hui, le Daesh est en train d'infiltrer même le système pénitentiaire. L'armée se divise en plusieurs communautés. On va retrouver une communauté d'Africains, d'Afrique subsaharienne, une communauté maghrébine, une communauté turque, une communauté juive aussi, et au milieu de tout ça, une communauté de personnes dites européennes, qui n'a aucune valeur, aucun poids, rien du tout. Et cette communauté centrale est influencée par tous ces petits satellites qui font pression aussi sur l'état-major, sur les ordres. Et cette communauté qui est donc générale, communauté de Français, est obligée de subir tout ça. Bien, par exemple, sur théâtre d'opération extérieure, nous étions 4 par chambrée. Et dans ma chambre, il se trouve qu'il y avait une personne d'origine sénégalaise de confession musulmane. Et cette personne était première classe, donc le grade le plus bas du militaire du rang. Et quand il faisait ses prières, il mettait tout le monde dehors. Et dans la chambre, il y avait un sergent, un sous-officier, supérieur hiérarchique. C'était le chef de groupe et il le mettait dehors pour pouvoir faire sa prière tranquillement. Et avec cette même personne, on avait un frigo par chambre et j'ai eu la mauvaise idée de mettre du porc dans le frigo. Et il est venu me voir pour me demander de retirer le porc de là où il mettait sa nourriture. Donc je lui ai vivement recommandé d'entrer en contact avec la population masculine grecque, si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'est mal fini, on en est venu aux mains. Lui, il n'a absolument rien eu, mais moi j'ai été convoqué par l'officier qui m'a demandé de respecter les autres cultures. Un autre exemple, dans ce même pays, une foule de 40, 50 personnels civils
pas très contents, commençaient un petit peu à nous charger à l'arme blanche. Et le chef de section a demandé un tir de grenade lacrymogène avec un lance-grenade sur ces personnes. Et le tireur de cette arme-là était un Camerounais, il me semble. Il n'a pas voulu tirer en disant « je ne tire pas sur mes frères ». Un des personnels du véhicule a pris le lance-grenade, a tiré à sa place, et immédiatement il s'est fait frapper. Alors qu'il était supérieur hiérarchique. Celui qui devait tirer était première classe, celui qui a tiré était caporal, mais il s'est quand même fait frapper. En disant « tu ne tires pas sur mes frères, tu ne tires pas sur mon peuple ». Et quelle a été la réaction des supérieurs? Aucune. Aucune réaction. C'est une attitude qui, par le passé, aurait été très sévèrement réprimée? Par le passé, oui. L'armée actuelle est en sous-effectif, recrute n'importe qui, et ne peut pas se permettre de faire sortir de l'institution ces personnes-là. Première classe un peu musclée, venant d'une cité un petit peu chaude de Paris, pourra aisément faire plier des décisions de l'officier supérieur. Ils ont peur. Mais peur de quoi? Peur de la violence, peur de se faire taxer de certains mots. Si vous avez une querelle avec une personne d'origine subsaharienne ou turque ou n'importe quoi, vous aurez une querelle avec toutes les personnes d'origine subsaharienne ou turque. Et si ça ne suffit pas, vous aurez les personnes subsahariennes et les personnes turques. Avec tout le monde. En revanche, la communauté européenne, ah non, là il n'y a aucune cohésion, du tout. Dans la mesure où vous considérez que le problème numéro 1, visiblement d'après votre discours, du communautarisme concerne essentiellement les musulmans, est-ce qu'on peut légitimement se poser la question de la fidélité de ces effectifs dans le cas d'une opposition contre des populations musulmanes? Je pense que le jour où ça arrivera, ces personnes-là ne seront pas fidèles à leur uniforme. On a déjà eu des signes, mais encore une fois, les états-majors ne veulent pas voir, ils ferment les yeux. C'est plus facile pour eux de faire comme si tout allait bien. Alors qu'à l'intérieur, tout va extrêmement mal. Mais ça, ils ne veulent pas le voir. Ils le cachent aussi, je pense, pour ne pas non plus souffler sur les braises. Parce que l'armée a quand même un lien assez étroit avec la politique, et ça pourrait faire monter certains partis politiques ou faire amener certains discours à l'Assemblée nationale. Et ça, Bah écoutez, moi je suis depuis 12 ans réserviste. Donc depuis j'ai fait une vingtaine de Vigipirates donc sur toute la France, j'ai fait pas mal sur Paris, donc je travaille énormément, je suis à la réserve avec des militaires d'actifs et je peux vous dire que c'est vrai qu'il peut y avoir une montée d'islamophobie au sein de l'armée, mais quand on est de l'intérieur, après vu de l'extérieur, j'entends bien ce que peut dire monsieur Grandserre, hein. C'est sympa ce qu'il a dit, c'est vrai que la fin du service militaire a fait beaucoup de choses, mais par contre quand on est de l'intérieur et qu'on voit ce qui se passe dans l'armée française, je suis même pas étonné de voir des abrutis comme ce jeune de 23 ans. Pourquoi? Je suis même pas étonné. Parce que d'un côté vous avez dans l'armée française, et encore une fois j'étais sur un Vigipirate il y a 4 mois, donc je peux vous en parler, quand vous voyez que des chambres, bon c'est vrai que M. Grandserre je crois qu'il a dit que cet abruti était nourri, logé, blanchi par l'armée française. Oui. D'accord, mais il y a d'autres abrutis qui sont dans notre camp, qui ont d'autres couleurs, qui font partie, qui ont le même drapeau que cet abruti-là, qui eux-mêmes, sur mon avant-dernier Vigipirate à Paris, donc c'était au Fort de l'Est, vous aviez pas moins de 4 personnes barbus qui ont viré tous mes gars de la chambre, parce que c'était l'heure de la prière. Ils les ont virés de la chambre. Je peux vous garantir, c'est une scène que j'ai vécue. Mes premières classes. Olivier, c'est Sylvain. Ils venaient d'où justement? Ce sont des militaires de l'armée française. D'accord, militaires musulmans de l'armée française. Musulmans de l'armée française. Ils les ont virés, parce que les chambres de l'armée française sont des chambres d'administration. Oui. On n'a pas à y prier. On n'a pas à y prier que ce soit pour les catholiques, les juifs ou les musulmans. Et il y a un lieu de culte pour les musulmans dans la caserne? Moi, je peux vous garantir sur tous les lieux où je suis passé, où je passe encore, il y a tout ce qu'il faut pour les musulmans en France. Alors quand j'entends M. Zécry, moi je voulais intervenir justement au propos de M. Zécry, ce qui a été dit hier sur BFM TV. Qui dénonce la montée de l'islamophobie. Mais attendez, parce que Olivier, vous avez commencé votre propos en disant il y a une montée quand même des idées d'extrême droite. Comment vous l'avez vérifié, vous, ça, Olivier? Alors moi je l'ai vérifié justement sur le terrain parce que pour des petits jeunes, quand vous avez des jeunes qui sont idéalistes, qui rentrent à l'armée, oui, et que d'un coup on lui dit, ben non, tu es à l'armée française, mais tu vas manger des rations qui sont halal. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui à l'armée française, je vous mets au défi de chercher et de trouver une ration qui n'est pas sans porc et halal. Il n'y en a pas, ça n'existe plus. Après vous avez des petits jeunes comme ça qui sont un peu fragiles, qui rentrent à l'armée française parce qu'ils ont échappé au chômage.
Moi j'ai 43 ans, donc je suis juste réserviste, je fais au bas mot c'est une cinquantaine de jours à 60 jours par an avec l'armée française, avec des militaires actifs. Donc vous êtes en train de me dire que l'armée française c'est communautarisé aussi, quoi, en fait, c'est ça? Ah ben bien sûr, ah non mais je vous garantis, et ils avaient ces jeunes-là sur ce Vigipirate en Seine-Saint-Denis, là, donc au Fort de l'Est, ils avaient tout simplement leur porte-parole qui était une première classe, une musulmane, très gentille au demeurant, et ils avaient leur porte-parole. Quand on a été voir, nous, sous-officiers, on a été voir le capitaine, et certains ont été voir le capitaine, des adjudants, en disant mais on peut pas tolérer des gens qui mettent le tapis, ils se mettent en robe, et qui virent les gens parce qu'ils sont en train d'écouter la musique pendant leur moment de repos. Et on peut pas... le capitaine a dit, bah écoutez, moi j'ai des ordres, qu'est-ce que je fasse? Écoutez, je sais pas, là, vous nous livrez un témoignage, ma foi, c'est ce que vous avez vécu. Non, mais je vous crois, Olivier, peut-être qu'il sera corroboré par d'autres personnes, effectivement, qui... Et donc, vous dites, cette communautarisation au sein de l'armée provoque non plus, comme avant, ce qu'on disait, un brassage, et puis tout le monde se retrouvait, et tout le monde était sur le même plan d'égalité, mais ça provoque un rejet de part et d'autre, quoi, aujourd'hui. Pascal. Moi, je suis vraiment très laïque. Je pense que je suis très laïque et mes rapports avec la religion sont vraiment très très lointains. Cela dit, c'est une réalité sociale qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, par exemple, dans l'armée française, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'armée française, qui est une armée professionnelle, 30% des soldats sont musulmans. Et nous allons vers une situation où la moitié de l'armée française, en 2030, la moitié de l'armée française sera musulmane, engagée sur des terrains de guerre, confrontée. Mais ils sont pas musulmans quand ils sont militaires, ils sont français. Non, mais tu feins d'ignorer quelque chose qui est. Je feins pas d'ignorer, mais j'en ai marre qu'on distingue les gens par leur religion. Moi, j'en peux plus de ce pays où on passe notre temps à faire des catégories. Alors, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, etc. Le militaire français, il est français. Après, s'il est une religion, tant mieux ou pas pour lui, mais c'est pas notre problème. Et dans un cimetière communal, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est bien de distinguer les tombes en fonction de leur religion et de mettre les juifs d'un côté, les musulmans de l'autre. C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça pose problème? Ça fait 90 ans. Non, parce que 90 ans, il n'y avait pas autant de musulmans. Il n'y a aucun problème. C'est ça qui est en train de monter les uns les gens les uns contre les autres. Face à ce qui c'est possible d'aller jusqu'au bout. Pascal, fini. Non, parce que vous monopolisez la parole pour raconter des trucs qui sont excessifs, alors qu'en France, aujourd'hui, on a besoin de poser les problèmes. Si vous voulez vraiment vous attaquer à cette problématique de la laïcité, faites le tour des hôpitaux et imposez, par exemple, que hommes et femmes puissent intervenir indifféremment sur des hommes et des femmes qui sont malades. Allez dans les cantines, allez dans les piscines. Aujourd'hui, toujours en Europe, une menace terroriste très présente, très importante. Elle n'a pas été réduite parce que Ben Laden et les talibans et Al-Qaïda sont aujourd'hui en perte de vitesse. Elle a seulement évolué parce que nous avons affaire aujourd'hui à une menace de deux types différents, soit parce qu'elle vient du Maghreb, notamment d'Algérie, mais aussi parce qu'elle vient de nos propres banlieues européennes, où des fondamentalistes radicaux sont prêts à passer à l'action contre l'Occident. Chez beaucoup de radicaux qui ne sont pas nécessairement des terroristes, il y a cette conviction qu'ils peuvent changer la société française de l'intérieur. Et que pour eux, déclencher des attentats, finalement, irait à l'encontre de leur stratégie, puisque ça entraînerait un phénomène de rejet. Si je fais un parallèle avec les Pays-Bas, nos amis néerlandais, lorsque Theo van Gogh a été assassiné, ont réagi immédiatement parce qu'ils sentaient que leur modèle était menacé. En France, nous avons une longue tradition d'échange et d'amitié avec le Maghreb, donc nous considérons normal, par certains côtés, d'avoir une population musulmane en France, et puis nous sommes un État laïque. Et donc, tout attentat pourrait remettre en question ce modèle, et beaucoup de radicaux en France empêchent les terroristes de passer à l'action en disant « Nous allons peut-être gagner les élections dans les municipales dans les années à venir, ne nous faites pas d'action terroriste ». Ce qui nous a le plus frappé lorsque nous avons travaillé à la fois dans les banlieues, dans les communes en France, mais aussi à travers les entreprises, c'est de voir cette montée en puissance, ce phénomène sectaire finalement qui est représenté par une certaine forme d'islamisme radical, où des individus qui se réclament d'un islam qui n'a rien à voir avec la religion du prophète, cherchent systématiquement à imposer
de nouvelles règles du jeu. Dans les entreprises, ils réclament sans cesse des salles de prière, ils réclament sans cesse le port du voile, l'autorisation de jours fériés qui sont des jours fériés musulmans et non pas les jours fériés du calendrier classique. Ils réclament également qu'il n'y ait plus d'alcool dans les restaurants d'entreprise, qu'il n'y ait plus de port. Donc petit à petit, par des actions de cette nature, ils font un travail de sape régulier. Mais ça peut aller plus loin, c'est que de véritables réseaux parallèles se mettent en place. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à contrôler le recrutement dans certaines entreprises et à contrôler des services informatiques. Donc il y a parfois un vrai danger. Il y a en France 3 secteurs principaux qui sont touchés par cette montée en puissance de l'islamisme radical. 3 secteurs économiques. Le premier, c'est toute la grande distribution. Tous les grands groupes comme Carrefour, Auchan, parce qu'on a affaire là à des entreprises qui embauchent beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas de formation et donc qui embauchent bien sûr dans les banlieues sensibles dans lesquelles ils sont implantés. Deuxième secteur, tout ce qui est le gardiennage et la surveillance. Là encore, beaucoup de gens qui sont embauchés pour être des vigiles, des surveillants dans les grandes surfaces, sont des gens qui ont très peu de qualifications et donc il y a une proportion plus importante de gens issus de l'immigration. Puis le troisième secteur, c'est tout le transport. Le transport de plis, les livreurs, le transport. Et là encore, on voit ce phénomène similaire. Ce sont les 3 secteurs les plus menacés, mais malheureusement en France, on l'observe aussi dans l'administration, dans les hôpitaux, dans la police, dans les prisons, où des musulmans radicaux sont présents et cherchent bien sûr à imposer leur système de valeurs, qui est celui d'un islam radical exclusif, qui n'est absolument pas tolérant. Et bien sûr, les premières victimes, ce sont les musulmans normaux, les citoyens français qui eux souffrent de ce fascisme idéologique radical. On n'aura pas le luxe de vivre quelques années avec un Mera par-ci, un Émouche par-là. Parce que la situation en Europe est tellement dégradée, la montée des populismes est tellement épidermique qu'à mon avis, à la prochaine attaque de ce type, nous aurons, et que ça peut aller très très vite et complètement échapper au contrôle des différents dirigeants. Je suis désolé d'être aussi sombre, mais je crois qu'on est à la veille de très mauvaises nouvelles. Le rendez-vous Champs-Élysées, Christophe Gillet, il est 8h19. Dans quelques jours, la commission parlementaire française rendra son rapport sur les attentats du 13 novembre. Et parmi les nombreux points abordés lors des auditions, le risque de représailles contre les communautés musulmanes qui vivent en Europe a été pointé. C'est en effet l'un des objectifs de Daesh, monter les habitants de nos pays les uns contre les autres. Certains y voient un fantasme alimenté par les souvenirs de la guerre d'Algérie et les attentats de l'OAS. D'autres, une réalité ténue, mais à prendre en considération. C'est le cas notamment de Patrick Calvar, le patron de la DGSI, les services secrets français. Pour lui, il existe un vrai risque de guerre civile en France s'il se commet encore 1 ou 2 attentats comparables à ceux du 13 novembre. De plus, un acte isolé, mais frappant des policiers chez eux, comme à Magnanville, pourrait être à l'origine d'une peur diffuse, du sentiment que personne n'est à l'abri, que chacun est menacé chez soi. Et ce sentiment pourrait inciter les citoyens à s'armer un peu à l'américaine. Faut-il y voir un signe? Ces derniers mois, les clubs de tir ont connu un afflux inédit d'adhérents. Certains ont vu leur nombre doubler. Le scénario du pire est simple, que des groupes d'extrême droite décident de se venger contre la communauté musulmane en cas d'attentat particulièrement choquant qui viserait par exemple une école. Cette escalade, redoutée, fait d'ailleurs partie des objectifs de Daesh. Ainsi, dans le Figaro d'hier, le spécialiste de l'islam, Gilles Kepel, rappelait qu'un certain Al-Souri, théoricien de l'État islamique, avait défini dès 2005 ce qu'il appelle des guerres d'enclave. Des guerres qui, en Europe, opposeraient des quartiers devenus ethniquement et religieusement homogènes. Ainsi, dans les banlieues françaises, on pourrait voir s'affronter des quartiers type Molenbeek ou Saint-Denis et d'autres peuplés de petits blancs votant Front National. L'idée d'Al-Souri était de transformer l'Europe en champ de ruines pour y installer ensuite un califat islamiste. Heureusement, on en est encore loin et pour l'instant, les actes anti-musulmans seraient plutôt en baisse en France, moins 29% entre mai 2015 et avril 2016. Mais le risque existe. Et la déclaration du chef des services secrets français
devant la commission parlementaire sonne comme un avertissement. Les démocraties, nos démocraties, doivent à la fois rester sur leur garde tout en gardant leur sang-froid. À demain. Ils sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d'alarme de cette menace dormante. Journalistes, essayistes, écrivains et politiques, beaucoup estiment que la France court un grand danger d'affrontement de sa population. Et cette fois, c'est un spécialiste du terrain qui brandit la menace, le patron de la DGSI, Patrick Calvar. Pour autant, son décryptage des risques surprend. Selon lui, la menace viendrait de leur bouc émissaire favori, les populistes. Pierre Bergerot. Terrorisme, immigration, chômage, communautarisme grandissant, les ingrédients du cocktail explosif parfait semblent réunis pour mettre le feu à la France. C'est en tout cas le sens du rapport formulé par Patrick Calvar, le patron de la DGSI, dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de novembre. Pour lui, l'escalade de violence ira jusqu'à des affrontements meurtriers en France, une tendance largement exacerbée par les attentats terroristes. Toutefois, si les attaques islamistes mettraient le feu aux poudres, Patrick Calvar considère que le risque majeur vient du repli sur soi et d'une certaine frange de l'extrême droite. Dans ce cadre, il réclame au gouvernement une vigilance rigoureuse quant aux mouvements populistes et aux associations de cette tendance. Pour Patrick Calvar, couramment surnommé le Zébu, il faut craindre un affrontement des peuples, affrontement souhaité selon lui par l'ultra-droite. Pourtant, ni les attentats, ni les dégradations et les violences commises en marge de Nuit debout ne sont le fait des cibles visiblement privilégiées par Patrick Calvar. Pourtant, l'ultra-gauche semble bien plus menaçante que la prétendue ultra-droite, aujourd'hui totalement absente des différentes tensions dans la rue. L'Europe est en grand danger. Les extrémismes montent partout et nous sommes, nous, services intérieurs, en train de déplacer des ressources pour nous intéresser à l'ultra-droite qui n'attend que la confrontation. Vous rappeliez que je tenais toujours un langage direct. Eh bien, cette confrontation, je pense qu'elle va avoir lieu. Encore 1 ou 2 attentats et elle adviendra. Il nous appartient donc d'anticiper et de bloquer tous ces groupes qui voudraient, à un moment ou à un autre, déclencher des affrontements intercommunautaires. La tentation des populismes, la fermeture des frontières, l'incapacité de l'Europe à donner une réponse commune, l'incapacité à adopter une législation applicable en tout lieu nous pose d'énormes problèmes et je note de plus en plus une tendance au repli sur soi. À nouveau, ces déclarations sonnent comme un enfumage incroyable du gouvernement socialiste pour détourner le regard des véritables causes de cet embrasement latent. En effet, ces violences tant redoutées par le pouvoir seraient le résultat d'une volonté à faire justice soi-même, un sentiment né de l'incapacité réelle du gouvernement à faire régner l'ordre et à protéger ses populations. En somme, si les Français se sentaient en sécurité, ils ne seraient pas tentés par la loi du talion. Le Zébu alerte également sur la nécessité de contrôler les détentions d'armes, mais dans la même veine que la Commission européenne, les citoyens honnêtes deviennent la cible prioritaire des contrôles puisque le marché noir est presque incontrôlable. Quoi qu'il en soit, la crainte qu'un nouvel attentat donne le top départ d'un affrontement généralisé est bel et bien présent. Une attaque directement dirigée contre des enfants est même la version la plus redoutée par le pouvoir puisque l'indignation du peuple serait décuplée et leur réaction pourrait l'être